Vouloir vivre mieux. Tel est l'un des traits distinctifs de l'humanité. Il pousse à innover, à imaginer, à concevoir et à créer pour prendre en charge le flot d'informations, de problèmes et de tâches qui caractérisent la vie humaine. Puisqu'il était difficile de tout soutenir seul, les premiers êtres humains ont compris que se réunir en société, s'entraider et partager les problèmes permettrait d'améliorer la qualité de vie de chacun. La promesse de la révolution industrielle était d'émanciper l'humanité de ses problèmes et de ses responsabilités. Chacun serait désormais libre de penser et de se divertir sans souci, et surtout libre de sa dépendance aux autres. Mais cela, c'était l'utopie. Le monde s'est plutôt complexifié, la société s'est individualisée, la charge d'avant est restée, et de nouveaux problèmes plus complexes s'y sont ajoutés. Puis un jour, un peu lassé de voir les problèmes dans notre cour, et en se rendant compte que le système n'arriverait pas à les régler, on les a envoyés ailleurs. La production de biens et même nos déchets ont été exportés quelque part dans un pays lointain. Mais la Terre n'est pas infinie. Les problèmes qui n'étaient plus devant nos yeux ont proliféré ailleurs. Des problèmes environnementaux, économiques, politiques et culturels qui finissent aujourd'hui par nous rattraper. Grâce aux nouvelles technologies, la population est de plus en plus au courant des problématiques sociales et commence à s'organiser, tout au bas de l'échelle, pour trouver ensemble des solutions. Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche, intervention, produit, service ou loi qui répond plus adéquatement que les solutions existantes à un besoin social bien défini et produit un bénéfice mesurable pour la collectivité. L'innovation sociale trouve des solutions à des problèmes complexes qui se révèlent souvent insurmontables par la structure sociale actuelle. Elle emprunte des chemins inexplorés ou encore laissés de côté. Elle fait rupture avec le système et les méthodes actuelles. Elle prend forme quand une multitude d'acteurs motivés s'unissent pour la diriger, conformément à leurs attentes sociales et culturelles. L'innovation sociale n'intervient pas dans une seule sphère de connaissances. Elle apporte des solutions à la jonction de deux polarités. Elle brouille les frontières entre local et global ou encore producteur et usager. Elle recombine et connecte des ressources déjà existantes pour créer de nouvelles fonctions et de nouveaux sens et ainsi contribuer au lien social. L'innovation sociale se bâtit dans la coopération et dans l'atteinte d'un but commun. Les gens choisissent l'innovation sociale parce qu'ils décèlent quelque chose qui leur est cher, comme une réduction de la consommation, de l'impact environnemental ou simplement une solution plus humaine. Le monde connecté d'aujourd'hui contribue grandement à l'innovation sociale. Les technologies de communication, de transport et de partage d'informations nous permettent de bâtir des organisations flexibles, fluides et surtout plus résilientes que les structures d'organisation traditionnelles, qui semblent solides et droites, mais où la circulation d'informations et la vision d'ensemble est difficile, rendant ainsi la structure moins résistante aux menaces qui pèsent sur elle. L'innovation sociale n'est pas une idée futuriste. Elle arrive en ce moment même autour de nous. Selon Manzini, un pionnier des théories sur l'innovation sociale en design, le progrès rapide des technologies et la montée récente de problèmes sociaux complexes et globalisés ont poussé des vagues d'innovation sociale qui ont cours en même temps et à un rythme plus ou moins rapide. Premièrement, la répartition de l'intelligence. Avant, le système organisationnel dominant et les canaux de distribution du savoir étaient verticaux. L'information circulait de manière hiérarchique et centralisée. L'aplatissement des systèmes verticaux vers un système horizontal a favorisé le flux des idées et de l'information. Entre autres, l'avènement d'Internet et des portables démontre le changement systématique de l'information qui se trouvait auparavant sur des ordinateurs centrales. La deuxième vague, la répartition de l'énergie. Avant, le système de distribution électrique était centralisé. Toute l'énergie d'une région venait d'une centrale, ce qui fragilisait le réseau en cas de panne. Maintenant, le réseau est divisé. Il est composé de plusieurs petites unités connectées ensemble, ce qui rend le système, au final, plus résilient en cas de panne. La troisième, la répartition des réseaux alimentaires. On parle ici de production et de consommation locale, de jardins urbains, de serres domestiques et du mouvement Slow Food qui vise à respecter les cycles naturels de récolte. Ensuite, la répartition de la production.
la population se réapproprie les moyens, les techniques et le savoir nécessaires pour la production locale de biens en utilisant notamment des Fab Labs, des tutoriels en ligne ou des ateliers collectifs. Et finalement, la répartition de l'économie. De plus en plus d'initiatives cherchent à émanciper la population du contrôle des banques en créant des réseaux d'économie locale qui, souvent, se dotent d'une monnaie qu'ils ne peuvent utiliser qu'entre eux. Cela favorise la coopération et la consommation de proximité. Les acteurs bâtissent ainsi une communauté locale fortement liée, tout en continuant d'évoluer dans le système en place si nécessaire. L'innovation sociale touche tous les domaines d'activité humaine, que ce soit les transports, comme Bixi à Montréal, un projet réalisé par le designer industriel Michel Dallaire et qui facilite le transport écologique métropolitain. La gestion environnementale, par exemple Projet Neutral, dans lequel des citoyens et des experts se sont alliés pour aider la population à diagnostiquer et réduire son empreinte carbone. La production alimentaire, comme Not Far From the Tree, un projet citoyen qui cueille et distribue les fruits des arbres urbains de Toronto. L'économie, avec entre autres le Brixton Pound, une monnaie locale qui célèbre la culture de Brixton, au Royaume-Uni, et y renforce la consommation et les emplois locaux. La santé, par exemple Design Aid, qui cherche à améliorer, avec une approche de design, la vie des communautés défavorisées à travers le monde. Et finalement, les technologies et la diffusion des connaissances qui constituent un acquis social aujourd'hui quasi indispensable. Si l'on regarde de près les exemples précédents, on remarque que plusieurs d'entre eux ont bénéficié à un moment ou à un autre d'une contribution substantielle de la part d'un designer professionnel. Ceci mène à se demander quel rôle le design occupe en innovation sociale. Manzini avance que le design n'est pas réservé aux experts. C'est une aptitude que tout être humain possède naturellement. On fait du design dès que l'on trouve une solution créative à un problème. Par contre, le design, comme n'importe quel talent, nécessite du travail et du raffinement pour en faire un métier. Qu'est-ce que fait le design? Premièrement, il est fondamentalement humaniste. Il imagine de meilleures réalités sociales et met en place un processus créatif et proactif pour les réaliser. Pour ce faire, un designer a à identifier et résoudre des problèmes, mais il le fait surtout en questionnant. Il confronte des paradigmes établis et repense les systèmes pour les rendre plus simples, significatifs et pratiques. L'approche de design est différente de l'approche traditionnelle. Avec l'approche traditionnelle, on résout les problèmes avec des solutions héritées du passé. Elle est rapide, mais en cas de nouveaux problèmes d'envergure, elle tombe dans l'essai-erreur. L'approche de design, elle, s'efforce de régler les problématiques de façon durable. Elle combine le sens critique, la créativité et le sens pratique. Elle anticipe les nouvelles problématiques et s'efforce de rester assez flexible pour s'y adapter. Elle mène à la collaboration avec d'autres acteurs sociaux pour construire la signification, la qualité, la valeur et la beauté d'une entité. Mais cela, c'est la définition idéale, parce que traditionnellement, le designer a souvent eu un rôle d'esthète, un artiste chargé de décorer des objets déjà conçus, ou encore un rôle de technicien qui faisait valoir les proportions et les formes avant les facteurs humains. Mais le design peut et doit faire beaucoup plus. Le design pour l'innovation sociale est tout ce que le designer expert peut faire pour activer, orienter, amplifier et dynamiser des projets collectifs et des initiatives de citoyens motivés. Certaines initiatives d'innovation sociale s'occupent de transmettre les savoirs, comme DoDoc, une plateforme de projets open source qui enseigne les processus de conception, l'attitude réflexive et le partage d'informations aux enfants. D'autres construisent le lien social, comme Épicentre, une épicerie sociale et solidaire. De jeunes entrepreneurs sociaux, accompagnés par des designers, ont conçu l'épicerie comme un espace de rencontre et de convivialité qui serait construit par les habitants du quartier. Ces habitants ont ainsi reconnu l'épicerie comme un espace citoyen avant même son ouverture. Le rôle du design social est aussi de fabriquer la ville. Par fabriquer la ville, on entend ici la cartographie de tous les espaces d'un quartier, puis une pratique d'urbanisme ouverte, collaborative et proche du sujet, destinée à restituer la ville aux habitants et de bâtir des communautés fortes autour d'espaces publics. Ce fut le cas pour le plan Ressources, un projet mené à Bordeaux, en France. On compte aussi des projets alimentaires en design social. Le Circulinaire est un atelier de cuisine itinérante conviviale et gourmand. Les designers engagés ont eu à y organiser le contenu,
à sensibiliser à de meilleures pratiques d'agriculture et d'alimentation et à concevoir du mobilier transportable et confortable pour les capsules culinaires. On peut aussi concevoir des projets durables. Le pavillon circulaire, à Paris, suit, comme son nom l'indique, les préceptes de l'économie circulaire. Il expérimente avec la réutilisation de matériaux de construction en architecture et prouve que recycler peut rimer avec beauté. Finalement, le design social s'occupe aussi de prendre soin. Prendre soin des personnes en situation de handicap, notamment, et leur favoriser l'accessibilité aux services. À corps et à cru, du matériel d'équithérapie conçu par le laboratoire de design Humaniteam vise à aider les patients ou les cavaliers débutants à accéder au centre équestre de Reims, apprendre à soigner des chevaux et développer une relation avec eux. Quand on décortique le processus par lequel ces initiatives ont pris forme, on s'aperçoit que l'expert travaille de mèche tout au long de la conception, qu'il devient un médiateur, un facilitateur et un guide qui met à profit son savoir et ses outils pour rendre visibles, tangibles et intelligibles toutes les données recueillies durant le projet. On ne parle donc plus seulement de design, on parle désormais de co-design, une approche où le citoyen, au lieu d'être passif et d'être servi, peut reproduire par lui-même des solutions partagées par d'autres, participe à la gestion et contribue à la production. La pratique du design commence donc à se transformer. Elle communique de plus en plus avec les autres champs d'expertise, bâtit des projets collaboratifs autour d'opportunités décelées lors des recherches poussées sur le terrain, et prend ainsi une part grandissante dans les initiatives sociales. Pour accélérer les choses, les praticiens et les théoriciens du design doivent désormais adopter une approche plus humaine, plus empathique. Comprendre réellement les problèmes des gens devient indispensable pour concevoir les scénarios mieux adaptés pour la société. Et surtout, maintenant que les projets d'innovation sociale commencent à être une référence et qu'on y reconnaît l'apport des designers, on cherche à comprendre le processus du design et à le répliquer dans d'autres disciplines. Le design thinking, grâce entre autres à des pionniers comme la firme californienne IDEO, aide à propager la culture du design. Il est possible de participer à cette diffusion, de contribuer à faire du co-design la norme dans la discipline en accompagnant les projets sociaux innovants développés par les citoyens. Bien que l'innovation sociale semble une avenue prometteuse pour façonner un monde plus durable, il importe de se questionner sur les possibles répercussions de son éventuelle diffusion. L'innovation sociale, moins coûteuse et souvent plus efficace que le système actuel, transfère la charge sur les individus. Est-ce que le gouvernement profitera de ce transfert de responsabilité pour couper dans les services? Les changements apportés par l'innovation sociale affectent le système actuel. Il est à se demander comment les acteurs économiques réagiront. Est-ce que ce sera leur fin ou une occasion de se réinventer? Dans leur temps, l'accessibilité aux cigarettes et aux automobiles ont été perçues comme des innovations sociales. Pourtant, aujourd'hui, elles sont considérées comme une nuisance pour la santé et l'environnement. Saurons-nous mieux anticiper les effets collatéraux de ce nouveau phénomène? Comme l'a dit Manzini, peut-être que l'innovation sociale n'est qu'un phénomène passager, mais peut-être aussi qu'elle annonce l'avènement d'une nouvelle civilisation plus évoluée. Les innovations sociales sont comme un archipel dans l'océan de manières d'être et de pensée insoutenables, qui sont toujours la norme aujourd'hui. Mais les îles peuvent devenir un nouveau continent, une civilisation nouvelle qui vivra en meilleure harmonie avec son environnement. Si tous les designers, qu'ils soient des citoyens ou des experts, décident de changer les choses et de travailler côte à côte, il est possible de la faire émerger.